l'info est en place, on peut commencer Stade 2 où il y a énormément d'images et d'informations aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de voir les titres en images justement. Avec la Formule 1 d'abord, un Grand Prix de Monaco, Senna de plus en plus magique. 4e course, 4e victoire. Rugby en demi-finale, on retrouve Bègles-Bordeaux contre Béziers, Toulouse contre le Racing. Football, les coupes dans l'actualité, gros plan sur Rodez et aussi mercredi Manchester-Barcelone sur Antenne 2. Vélo, les 4 jours de Dunkerque, victoire finale de Charlie Motet. Et puis basket, la finale du championnat de France, extraordinaire fin de match hier à Limoges où Antibes a gagné. Les commentaires de Patrick Chen dans quelques secondes, avec une belle mardi prochain sans doute. Voilà, on commence tout de suite par la Formule 1, Ricardo Patrese, 6 points en compagnie de Nelson Piquet et de Nigel Mansell chez les constructeurs. C'est la McLaren Honda, donc, qui est, la McLaren Honda, oui, c'est ça, 50 points qui est en tête du classement. Merci Patrick. Maintenant, on passe au basketball avec la finale retour du championnat de France hier après-midi à Limoges. J'espère que vous étiez en direct avec nous sur Antenne 2 avec les commentaires de Bernard Père, Patrick Chen, donc les images de René Champagne, car la fin de match a été tout à fait époustouflante. Un véritable exploit pour Antibes qui a gagné à Limoges, une chose que l'on pensait difficilement possible, 102 à 99. Alors, commentaire de Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France de basket, c'était une très grande finale. Et ce n'est pas fini, car il y aura donc une belle mardi prochain entre Antibes et Limoges, à Antibes, où justement nous rejoignons Patrick Chen. Dans les vestiaires, Patrick. Surprise Gérard, surprise, je pensais ce soir vous donner le nom du champion de France et pourquoi pas les inviter dans Stade 2. Eh bien il n'y a pas encore de champion de France, parce qu'il y a une équipe et puis un entraîneur qui a peut-être fait une drôle de farce justement aux anciens champions de France. Celui qui a fait la farce c'est un ancien de Limoges, c'est Jacques Monclar. Alors Jacques, jeune carrière d'entraîneur, c'est peut-être le plus grand moment que vous ayez jamais vécu. Je crois que c'est tout le groupe. Pour nous, c'est un moment important parce que on va pouvoir jouer le titre vraiment sur un match sec, c'est nous. Et puis une victoire à Limoges, ça représente quelque chose d'énorme. Alors les joueurs qui sont là dans le vestiaire, ils sont assez contents, ils ont vécu quelque chose d'assez phénoménal. On va revoir ensemble en image, Jacques, ce final, parce que je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir dans ce match, un final complètement fou. Vous menez de 9 points à 1 minute de la fin, ils reviennent à 3. Ils nous ont fait un truc exceptionnel là. Ils ont eu c'est la marque d'une très grande équipe ça. Alors accrochez-vous Jacques, on revoit ça. 1 minute 05 à jouer, Limoges est mené 96-88. Voici le premier panier fou de Julien. On le revoit au ralenti, inouï. Julien est en train de retomber quand il jette le ballon. Là intervient l'automatisme, le vécu si vous préférez. Le panier est marqué. Faute d'Adams qui vaut un lancer. Julien va le manquer. Mais Brooks prend le rebond. Une première fois. Il shoot. Deuxième rebond. Faute sur Brooks. 2 lancers. Cette fois-ci, 2 lancers marqués en 10 secondes. Limoges vous a marqué 5 points. 96-93. Cette fois, c'est Brooks. Regardez-le, qui va faire la faute. 2 lancers pour Rocancet. Les nerfs ne vont pas craquer. Le premier est réussi. Le deuxième aussi. 98-93. 32 secondes à jouer. Le festival Julien va reprendre avec en première partie Dacoury. Il manque son shoot. Mais il va se rattraper, Richard. Smith tente de passer à Hackey. Dacoury pour Julien. 3 points à nouveau. Extraordinaire. 98-96. 2 points d'avance pour vous, Antibes. Mais 2 lancers francs pour Adams sur cette faute de Julien. Le public hurle. Adams tient le coup. Premier lancer réussi. Deuxième aussi. 196. 4 points. Que peut-il encore arriver? Julien, bien sûr. Inouï. 3 fois à 3 points. 199. Antibes à la balle pour gagner. Vous allez gagner, c'est sûr. Ocancé part tout seul. Mais panier manqué. 15 secondes à jouer. Limoges ne peut plus perdre. Il faut marquer 2 points. Que se passe-t-il dans la tête de Dancy pour shooter si vite à 9 secondes de la fin? Le rebond est pour Antibes. La faute pour Ostrowski. C'est gagné, Jacques. Ah, il y a Johnson qui arrive là, on va entendre des bêtises. Lee Johnson, oui, qui a vécu des grandes choses en Europe avec Tel Aviv, avec les Américains. C'est un des plus beaux jours aussi pour lui. Voilà, ben Jacques, on vous retrouve en tout cas mardi. Ça se passe mardi soir sur Antenne 2. Il faudra peut-être un peu veiller. À Antibes, on vient à Antibes, la dernière fois on n'a pas pu. Jacques, ce qui est bien, c'est que vous pourrez voir le match comme c'est en différé après. Et puis peut-être que vous boirez du champagne à ce moment-là. Ok, allez, on vous laisse Gérard. Mais ici, regardez, il y a de la joie, ils sont tous là. Et ils vont pouvoir enfin se préparer pour mardi. À mardi Gérard.
Ouais, ça y est, Patrick, mardi, pour l'instant c'est mardi. Oui, la finale pour l'instant c'est mardi, mais je vais vous dire la vérité, enfin à vous qui nous écoutez, on est en négociation en ce moment avec les deux équipes, avec Antibes et Limoges, car on voudrait absolument ne pas passer ce match en vrai différé, mais de le faire en direct. Donc on essaie de proposer le match mercredi à 17h30 sur Antenne 2, car Jean-Pierre Ducéo et Viviane Godefroy, les programmateurs d'Antenne 2, ont réussi éventuellement à décaler tout ça et à offrir la possibilité d'un direct à 17h30. Donc on va jusqu'au dernier moment, on va essayer de convaincre en particulier les Antibois que le match en direct c'est mieux mercredi que mardi en différé sur Antenne 2, et comme ça on va avoir la finale sur Antenne 2 en direct. Voilà, on vous tiendra au courant pour le développement de cette affaire. On passe maintenant à la voile. Jean Mamère, c'est vous qui êtes de quart une nouvelle fois aujourd'hui avec les premiers championnats du monde de la classe America. Alors ce sont les bateaux que l'on retrouvera en mai prochain, en mai 92, pour l'America Cup. Victoire pour l'instant des Italiens, une victoire sans aucune contestation, sans bavure. Il Moro des Vinizia 3 a gagné. En revanche, Pajot est 7e, et ça, on peut considérer que c'est inquiétant. Effectivement, c'est un mauvais parcours, puisque Marc Pajot ne s'est pas qualifié pour, je dirais, les phases finales, c'est-à-dire les demi-finales et les finales. C'est un peu dommage. Alors, il faut considérer cela, je dirais, comme un simple entraînement, une prise de contact. C'est un peu dommage parce que c'était tout nouveau pour tout le monde, et que tout le monde avait ses chances. Alors, on a quand même vu la différence, je dirais, entre les différents défis, les plus aisés et les moins nantis, dont font malheureusement partie les Français. On a vu aussi quelqu'un comme Denis Conner, le détenteur du titre, se passer de participer à ces phases finales parce qu'il estime qu'il est mieux, il vaut mieux pour lui se préparer. Alors ce championnat du monde de classe America, c'est la nouveauté parce que c'est un nouveau plan d'eau, ce sont aussi les nouveaux bateaux, alors bilan. Et finalement, les Néo-Zélandais en 1988, en lançant un petit peu leur défi fou, eh bien ont fait faire à cette Coupe de l'América peau neuve. Nouveau parcours de 40 km et la part belle faite au bord de largue et de vent arrière. Nouveau règlement, avec jugement, sanction immédiate de la part du comité, toute priorité non respectée ou tout départ volé, ici c'est flagrant pour 3 bateaux, dont Ville de Paris, le rappel est imminent. Nouvelle disposition pour la télévision, 2 caméras sont à bord de chaque embarcation, cela donne quelques virements de bord spectaculaires. Enfin, nouveaux bateaux et nouvelles jauges, ils sont plus grands, plus rapides, plus maniables et surtout ils permettent plus d'innovation technique. Plus que jamais, la conception est devenue une affaire de technologie, mais surtout d'architecte. Chacun peut s'amuser, comme sur un échiquier. La longueur, la voilure et le poids sont combinés dans une équation pour donner toujours le même résultat. Mais évidemment, on peut choisir de faire un bateau plus long avec moins de surface de voilure ou moins de déplacement et moins de longueur. Donc on peut échanger ces différents paramètres entre eux et parvenir à réaliser le meilleur bateau possible, ce qui apparemment est le cas aujourd'hui pour les Néo-Zélandais, surtout les Italiens, mais aussi les Américains. Oui, mais ceux-là sont à pied d'œuvre depuis plusieurs mois. Les équipages sont prêts et les moyens financiers apparemment suffisants. Les Japonais, par exemple, la perte de leur mât dans la première régate, perte estimée à environ 2 millions de francs, ne les a pas empêchés de reprendre dès le lendemain. Pour Denis Conner, la perte d'un SPI est plus un problème de classement que d'argent. Et dans un tel contexte, le défi français n'est pas au mieux. Secoué récemment par quelques remous internes, cela n'a pas facilité sa préparation. Le manque de moyens se fait sentir, Ville de Paris est le 2e bateau construit pour le défi, mais le skipper et l'équipage n'ont eu que 8 sorties en mer pour le prendre en main. Cette 2e génération s'avère avoir beaucoup de carences, la plus rapide à certaines allures et la plus lente à d'autres. En résumé, la copie est à réviser. Tant au niveau de la mise au point du bateau qu'au niveau de l'entraînement de l'équipage, parce que ce soit dans la brise ou que ce soit aujourd'hui sur l'histoire du départ, moi je crois que l'équipage, on n'est pas au point, quoi. Donc il faut pas rêver au miracle dans des cas comme ça. Les têtes pensantes, Pajot et Bouette, le tacticien, pour l'heure ne peuvent rien. Le parrain, Tabarly, est encore plus silencieux que jamais. Il faut maintenant très vite oublier ce championnat du monde et ne penser qu'à s'entraîner. Seul point positif dans la grisaille, le sponsor officiel Ville de Paris, de la bouche même de M. Chirac, présent à San Diego, a promis de continuer. Un 3e bateau sera mis en chantier au mois de juin prochain. L'erreur, cette fois, n'est plus permise. La Coupe de l'América, c'est dans 9 mois. Voilà, et les garçons au milieu bleu, ce n'était pas Bouet, c'était Marc Pajot. On s'est un tout petit peu trompé en mettant son nom en dessous. Pierre Fula, après 15 jours passés en Allemagne à suivre les lutteurs dans les championnats d'Europe, vous vous êtes dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, il me faut de l'esthétique, il me faut de la beauté, il me faut de la grâce. Vos pas
vous ont donc dirigé vers Corbeil pour la GRS, pour un tournoi Oui. international. C'est un petit bain de jouvence, Voilà. pourrait-on dire. Et vous cracate sur place. Je cracate, oui, parce que je trouve que d'abord c'est un sport qui a des vertus télégéniques, vous le savez. Mais alors derrière ce spectacle, je me suis posé la question de savoir si ces jeunes filles qui ont 14, 15, 16 ans ne souffrent pas trop pour pratiquer un sport qui paraît facile à l'écran. Trop facile même, parce que lorsqu'on voit une jeune gymnaste évoluer avec une corde, on a l'impression que c'est un jeu. Et pas du tout. Et alors, bien sûr, les Soviétiques ont dominé ces internationaux de France à Corbeil, avec notamment Oksana Skaldina. Elle était vainqueur de la Coupe du Monde, mais alors là, elle s'est révélée totalement supérieure aux autres. Et moi, je me suis intéressé à une Française qui est la meilleure du moment, Stéphanie Cotel, qui a 18 ans, donc qui n'est plus une toute jeune, qui est partie en Bulgarie pendant 4 mois se préparer, qui va y retourner. Et à travers elle, vous allez peut-être mieux connaître cette GRS. Gymnastique, Harmonie, agilité, séduction, la GRS reste le dernier bastion de la féminité dans le sport. Mais derrière cette perfection artistique toujours recherchée, se cache l'exigence d'une discipline sans faille et sans concession pour de jeunes filles éprises de ce grand bonheur éphémère d'être un jour championne, le temps d'un printemps. L'envers du décor, c'est la concentration, l'élongation, la préparation de son corps et toujours la même chanson de geste. Stéphanie Cotel, 18 ans, meilleure française, a fait le choix de s'expatrier en Bulgarie pour devenir plus performante, mais à quel prix? Le sacrifice pour un sportif de haut niveau, c'est d'abord beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement. Donc on n'a pas le temps d'aller au cinéma, de sortir, d'avoir beaucoup d'amis. Et c'est déjà beaucoup de sacrifices. Mais il y a aussi le corps qui souffre. Oui, surtout en ce moment que j'ai mal aux genoux. Oui, il y a des traumatismes, c'est sûr, à force de forcer 8 heures par jour sur un corps qui n'est pas fait pour ça, en fait. C'est sûr qu'à un moment, ça planche. Et pourtant, tout paraît facile, tout paraît élastique. Élastique. Je sais pas si c'est le mot, mais pourquoi pas. Et la perte de poids? La perte de poids, c'est un problème arrivé à 16 ans. Une fille commence à devenir femme. Et donc ça aussi c'est un problème, surtout pour moi depuis 2 ans. Et on perd combien de kilos pour arriver à être belle? Ça dépend combien on en a pris. C'est dur? Si on a la volonté, non. C'est un beau sport quand même? Oui, très beau. C'est pour ça que je l'ai choisi. La GRS, un ballon d'oxygène et de pureté pour le sport. Oksana Skaldina, une nouvelle princesse soviétique, est née à Corbeil. Que c'est beau, c'est vraiment beau, mais après on s'étonne pas, même si vous avez un petit cœur fragile, mais que vous ayez craqué pour Stéphanie Cotel. Non, elle répond bien, elle est bien. Elle est spontanée. Championnat du monde à Athènes en septembre. Championnat du monde d'Athènes qui seront couverts par notre ami Jean Marquet, qui aime aussi les jolies choses. Il craque aussi, oui. Bon, alors, on va revenir maintenant dans les rings avec la boxe. Il y a eu un événement en particulier cette semaine, c'était la défaite de Noon, Michael Noon. C'est vrai que c'est le boom de la semaine, c'était à Davenport, et Michael Noon, dont on avait fait une montagne depuis qu'on l'avait vu à Bercy battre Don Curry, il est vrai, déclinant, eh bien, il a perdu son titre de champion IBF, arrêt de l'arbitre à la 11e reprise, il a pris un crochet gauche, il a été au bord du chaos, et son vainqueur est un inconnu, James
tenez, c'est un Américain, mais sûrement un inconnu qui était destiné à être battu. Et bien, c'est la grande surprise de la semaine. Alors, l'Américain Michael Garbaral, c'est comme ça qu'on dit? Carbajal. Ou Carbajal, si vous voulez, a conservé son titre de champion du monde des mimouches en battant au point l'Argentin Hector Patry. Quant à Göteborg, eh bien, c'était les championnats d'Europe amateurs. Alors là, meilleur résultat français, Jamel Lifa, en demi-finale, mais il a été battu pour entrer en finale par le soviétique Gatting. Et des images qui nous arrivent à l'instant par nos transmissions d'Eurovision, qui nous viennent donc de Suède. Des premières images et d'une demi-finale, nous allons le voir, je pense que c'est prêt, oui, avec un arrêt de l'arbitre dans la catégorie des 75 kilos, Michael Frank, le Tchécoslovaque en maillot rouge, va battre le Polonais Robert Bouda. C'était donc un arrêt au premier round dans cette catégorie des poids moyens. Et puis là, maintenant, c'est la finale de la catégorie des plus de 91 kilos avec l'immense, le géant en maillot bleu, c'est le néerlandais Arnold van der Ligt. Et le petit, c'est le grec Georgios Stephanopoulos qui va tout tenter pour abattre le géant néerlandais. Mais van der Ligt, qui a déjà été médaillé au championnat du monde, ne craint personne en Europe et il va remporter cette finale des plus de 91 kilos au point. Van der Ligt, pratiquement inaccessible du fait de son allonge et de sa grande taille. Lifa, lui donc, a échoué en demi-finale, mais c'est un bon résultat quand même pour les boxeurs amateurs français. Merci Pierre. Maintenant on passe au vélo avec une actualité tous azimuts. Ça court un petit peu partout en Europe, en Espagne, où Maori a gardé son maillot, à Mario, ça court dans le Tour de Romandie, ça court aux États-Unis avec le Tour du Pont dans l'Aude, avec les femmes. Bref, on va essayer de faire le point sur tous ces résultats. Jean-Paul, avec vous, avec Polo La Science. Et ça courait aussi aux 4 jours d'un Dunkerque où nous avons eu un vainqueur, on peut dire surprise. Ça n'est pas qu'il soit dénué de talent, Charlie Mottet, mais véritablement on a changé de leader presque tous les jours, ça se battait à coups de seconde. Alors, on va commencer, comme vous le dites Gérard, mais on va commencer par les dames, bien sûr, noblesse oblige, avec le tour de l'Aude féminin. C'est un tour créé déjà il y a quelques années, créé exactement en 1985. C'est l'une des courses à étapes les plus prestigieuses. Il y a 9 étapes, dont 2 contre la montre. La première étape ici à Lézignan est remportée et de belle façon par la Canadienne Alison Sidor, qui bat la Canadienne Schopp et Van Morsen, la Hollandaise. Et puis le contre-la-montre par équipe, test probant. L'équipe de Lituanie que vous voyez ici, qui se différencie de l'équipe d'Union soviétique. Elle s'impose dans la deuxième étape à Limoux. Et puis il y a aussi l'équipe de France, vous avez vu auparavant l'équipe hollandaise, l'équipe de France ici, avec Catherine Marsal, la championne du monde. Il y a aussi Audin et Cantet. Et le voici au Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne, c'est ici dans la première étape à Mérida, et dès la première étape, contre la montre par équipe, que la formation Once de Melchior Mauri a fait la preuve qu'elle avait l'envergure de remporter le Tour d'Espagne. Mauri, premier du Tour de Valence, vainqueur de 2 étapes à la Ruta del Sol, deuxième du contre-la-montre de l'International derrière Breking. Voilà un beau champion qu'il allait falloir détrôner. Pour l'heure, on n'y est pas encore parvenu. Ici, Melchior Mauri et les Once repoussent la formation hollandaise PDM d'Alcala à 8 secondes. Il durait à 24 secondes. Voici Mauri. Melchior Mauri. Deuxième étape, les sprinteurs sont déjà au rendez-vous avec la victoire du Hollandais Michel Zaloni devant Plancart et l'Espagnol González. Il y aura ensuite Van Poppel et les autres sprinteurs. Et l'on remet ça contre la montre par équipe. Et une nouvelle fois, Mauri et ses hommes remportent un ascendant psychologique sur leurs adversaires avec ici Lejarreta, Diaz-Zabala, le vainqueur de Tirreno Adriatico, Johnny Vels, Villanueva, Fuerte et quelques autres. L'équipe est au complet. Et puis, voici l'une des étapes clés. C'est la 12e, Vossos-Serler, considérée comme l'une des plus redoutables. La veille, l'étape avait été annulée en raison de mauvaises conditions atmosphériques. Ici, elle est remportée par le soviétique Ivan Ivanov. C'est un coéquipier, en temps normal, de Ronan Pincet, que nous saluons au passage, qui a été blessé et qui revient à la compétition. En deuxième position vient le Colombien Fabio Parra. Il y a, et il faut le noter dans cette étape, 34 coureurs arrivés après les délais.
Rincon, c'est encore un Colombien qui termine en 3e position. Et il faut noter aussi le retour de Herrera, qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, qui lui terminera à 46 secondes en compagnie d'Indurain et Lejarreta. Indurain attendait beaucoup de cette étape pour ravir le maillot de leader à Mauri. Il n'a pu y parvenir et Chavez va terminer en 1 minute 24. Et voici le leader avec Chozas, Cardenas, Ruiz-Cabestany, Fuerte et Alcala. Rien à faire pour déloger Melchior Mauri. Aujourd'hui, Fabio Parra a remporté l'étape devant Herrera. Première étape des 4 jours de Dunkerque avec quelques favoris. Laurent Fignon ici, Martial Gaillan qui passe près de chez lui à Cheny, Moreau, spécialiste du contre-la-montre. Et nous partons de Dunkerque pour aller faire un petit tour dans la campagne avec Ekimov ici sur la droite. Cassel constitue toujours le rendez-vous traditionnel que semble apprécier Peter de Clercq, mais qui n'aura guère de succès dans son entreprise. Pas plus du reste que Van Leu de la formation Tulipe, qui est parti pour fêter ses 28 ans, mais qui n'arrivera pas en vainqueur à Dunkerque. Il est très vite repris. Les Toshiba se mettent en route, embrayent, comme on dit en langage de métier. Voici Kinberg ici, mais l'on s'achemine vers un sprint massif. Sprint massif qui voit la victoire de Schrumpf devant Museu et Jalabert. Jalabert déjà. Retenez bien ce nom. Deuxième étape à travers les monts du Boulonnais. Par de petites routes particulièrement dangereuses, elles aussi, qui provoquent une très grosse sélection et des accidents. Les leaders s'observent, mais dans la ville de Boulogne, Jalabert, Janov et Laurent parviennent à fausser compagnie au reste de la troupe, et Jalabert, en bon sprinter et en bon finisseur surtout, l'emporte. Leader du classement général. Dès que je suis arrivé chez les pros, j'ai eu envie de me battre et j'ai fait aucun complexe et ça dure quoi. Moi je suis au départ des courses pour essayer de gagner et je me laisse pas impressionner. 2, 1. Troisième étape contre la montre. 8 km 200, on attend Thierry Marie, qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait au rendez-vous des prologues. Il faut dire qu'il y a une belle rampe à Boulogne à grimper autour des remparts. Il terminera 5e. Ekimov déçoit aussi, il ne terminera qu'en 4e position, alors que Janov, son coéquipier, fera beaucoup mieux. Jalabert, porteur du maillot rose de leader, va terminer en 3e position. Cela va lui permettre aussi de conserver son maillot de leader. Mais il faut battre un certain Massen. Jalabert, aujourd'hui, n'y parviendra pas. Massen va l'emporter. Il va regagner 13 secondes sur Jalabert. Et puis, toujours un peu dans le flou, on aperçoit Laurent Fignon, qui ne terminera qu'en 24e position. Il attend le déclic, Laurent Fignon. Ce sera pour bientôt, sans doute. Plus on vieillit, plus il est difficile de rester performant. C'est pas qu'on le soit moins, mais c'est plus difficile d'y rester. Et donc, on travaille avec le métier, on essaye de compenser un petit peu. Est-ce que vous êtes encore à 100% coureur cycliste? Autrement dit, parfois, lorsqu'on prend quelques années, on pense à la reconversion et on est moins coureur dans sa tête. Est-ce que c'est votre cas? Croyez-vous que j'en serai encore là à me battre sur un contre-la-montre de 8 km pour des clopinettes? Moi, je crois pas. Je crois que chez Castorama, nous avons une équipe pour gagner des courses, dont le Tour de France et même les 4 jours de Dunkerque avec Thierry Marie. Et je suis toujours là pour prouver que je peux encore gagner et puis aider les autres aussi. Quatrième étape donc entre Béthune et Lens, 186 km 500. Nous sommes dans la rampe d'arrivée et regardez sur la gauche, Paul Hagedorn, l'ancien champion de Belgique, est en train de déposer Van Itterbeek comme il a déposé Pilon quelques instants auparavant. C'est un revenant, Paul Hagedorn. Il avait été sanctionné pour contrôle médical positif à l'issue du Tour de Belgique. C'était il y a longtemps et il avait été écopé exactement de 6 mois de suspension. C'est donc un vrai revenant. Le maillot reste sur les épaules de Jalabert. Cinquième étape avec plusieurs portions pavées, mais là Jackie Durand et Deval se sont échappés et ils sont restés 140 km ensemble avant d'être rejoints par la meute. On joue avec les bonifications, les sprinteurs à nouveau s'observent.
Et Museu, en l'emportant, prend le maillot de leader devançant Jalabert de 3 secondes cette fois. Et rien n'est joué, bien sûr. Rien n'est joué car il y a ce contre-la-montre à Cassel. Franz Massen ici l'emporte. Il avait déjà gagné, rappelez-vous, à Boulogne. Excellent Franz Massen. Museu était en rose. Il est en rose là encore, mais plus pour longtemps, car Jalabert va reprendre son trophée. Le voici Jalabert, mais pour une toute petite seconde. Décidément, le suspense demeure. Mais attention, derrière, il y a Mottet, deuxième, le bénéficiaire du jour. Le voici Charlie. C'est ici que tout se joue, 7e étape, circuit de Cassel. Là, nous assistons à un coup de théâtre, car Charlie Mottet, en progression depuis quelques jours, décide une attaque en force, dont il a le secret. Il l'emporte, il endosse le maillot qu'il allait conserver aujourd'hui. On visait la victoire d'étape, on a le général en plus, donc c'est formidable. Et, je ne sais pas de combien de secondes, mais on va essayer de le défendre. Voilà, et donc victoire finale de Charlie Mottet dans ces 4 jours de Dunkerque, où Jean-Paul Ollivier, un peu comme pour les mousquetaires, on court pendant 6 jours. Hein. C'était les 4 jours de Dunkerque où on court pendant 6 jours. Mais il faut conserver la raison sociale. En tout cas, une très très belle organisation de notre ami Jean-Pierre Devaux. Alors, à noter, parmi les événements de ces 4 jours de Dunkerque, la rentrée de Laurent Beuzot, grièvement blessé l'année dernière au cours d'une épreuve. C'était un accident qui avait eu lieu exactement dans le Tour de l'Oise, vous savez, un automobiliste venant en sens inverse n'avait pas observé les règles de sécurité à ce moment-là. Laurent Beuzot, donc, était considéré un petit peu comme perdu pour le cyclisme. Il est là, il est de retour, on est allé le voir aux 4 jours de Dunkerque, Laurent Beuzot. Pas chez Martial, le cheville. Demain? Oui. Demain? Oui. Il y a un an, donc, il était exclu du monde cycliste, mais cette fois, tout va bien. Un phénomène de psychose, tout de même. Le gros problème, c'est l'appréhension, c'est la peur. J'ai assez peur dans les descentes, quand ça frotte, quand la course est nerveuse. J'ai toujours peur de tomber. Je suis un peu tendu sur le vélo, crispé. J'ai les mains sur les freins toujours. J'entends un petit coup de frein tout de suite. Je sursaute. J'ai un peu peur dans les descentes. J'ai un peu peur quand il pleut. J'ai peur de glisser. Bon, il y a tous ces réflexes que je dois retrouver. Et puis bon, comme maintenant je vois que ça va pas trop mal. Donc après le moral suit parce que au contraire on a envie de courir, on a envie de se battre. Déjà ils nous étonnent tous parce que j'avais une jambe pas très grosse. Enfin, il avait perdu beaucoup de muscles. Et là maintenant c'est dingue quoi. Il a une jambe pratiquement normale. On n'en revient pas quand même parce qu'il a dû travailler vraiment énormément. Dans ces 4 jours de Dunkerque, Laurent Beuzot n'a pas craint de se dépenser pour voir où il en était. Ce styliste, qui fit partie du quatuor français aux Jeux Olympiques, est maintenant sûr de revenir à son meilleur niveau. Ce sera une question de temps. Laurent, moi ça m'a fait super plaisir de le voir venir. Bon, ça faisait 6 mois que je l'avais pas vu et j'ai été épaté vraiment de sa condition physique. Et bon, quand je vois comment ça roule encore aujourd'hui, sa bordure, ça roule à 60 à l'heure et il est là devant. Vraiment, bon, j'y tire mon chapeau parce que c'est un grand monsieur. Dans l'épreuve nordiste, les pavés constituaient un morceau sélectif. Ce n'était guère du goût de Laurent Beuzot, on s'en doute, car les tresseaux de la route se répercutent à tous ses membres encore endoloris. Aussi, en accord avec son directeur sportif, Marc Durand, il a décidé de s'arrêter. Toute sensation, ou presque, retrouvée. Bon, moi c'est un peu dur parce que j'ai quand même du mal à tenir le guidon avec mon poignet gauche, ma main gauche sur les pavés, ça me secoue beaucoup, j'ai du mal à bien serrer le guidon. Autrement, bon, physiquement ça va bien et puis bon, je crois que là c'est raisonnable d'abandonner au bout de 4 jours et bon, c'est un bon test. Ouais, c'est un bon test puisque physiquement ça va bien. Bon, ici c'est pas le genre de course quand même qui me va parce que ça frotte beaucoup et bon, c'est nerveux et tout, mais bon, c'est surtout que j'ai vu que physiquement ça allait bien. Oui,
Ça, c'est toujours le petit geste très difficile pour un coureur cycliste quand on lui retire le dossard derrière. C'est quand même super de voir Bezo comme ça en forme et qui va pouvoir vraiment reprendre le haut niveau. D'autant plus que cette semaine, il est encore arrivé un autre accident. Le jeune Capel, le frère, a eu un accident dans le même style, c'est-à-dire qu'il a percuté une voiture qui sortait au cours d'une épreuve. Et on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Alors plus que jamais, vive le vélo. Sur Antenne 2, les chiffres enregistrés l'année dernière par cette industrie sont tout à fait exceptionnels. 2 800 000 bicyclettes ont été vendues, un secteur qui emploie plus de 25 000 personnes en France. Et pour le VTT, c'est-à-dire le vélo tout-terrain, VTT, mountain bike en américain, VTT en français, eh bien là, les chiffres, c'est 1 million de pratiquants l'année dernière. Et il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a la course, il y a le Tour de France VTT qui a eu lieu la semaine dernière, et puis il y a le cyclotourisme, parce que il y a des gens qui se baladent en faisant du VTT, qui redécouvrent la nature en famille. Jean-Louis Calmejane, la semaine dernière, il y avait une course très intéressante parce que ça mêlait les deux. C'est la Belle-Louise dans la vallée de Chevreuse. Oui, alors quid de la Belle-Louise, hein? Eh bien, qui est Alain Belle-Louise, qui a donné son nom à cette course? Alain Belle-Louise est un ancien coureur professionnel qui a terminé en 1972 lanterne rouge du Tour de France. Ça, c'est Polo Lascience qui me l'a dit. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'est intéressé au VTT. Mais la Belle-Louise, c'est finalement une épreuve de masse, mélangeant donc coureurs et puis également randonneurs. Et c'est pour nous l'occasion de se poser la question, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces gens à travers champs, à travers bois, à travers forêts, etc. Regardez. La passion du vélo. Ils sont plus de 1000 participants présents au parc municipal de Gif-sur-Yvette pour prendre le départ de la Belle-Louise VTT. Une course de 55 km à travers la vallée de Chevreuse pour les sportifs, une balade de la même distance sur le même parcours pour les randonneurs. Parmi les favoris, des anciens pros, dont Thierry Casas. Ce qui me concerne, j'effectue le cyclocross l'hiver, c'est ce qui me fait acquérir également la technique du VTTiste. Et est-ce qu'on peut vivre du VTT? Donc les meilleurs peuvent en vivre avec d'éventuels sponsors, mais c'est pas encore évident. C'est finalement d'une manière très bon enfant que le départ est donné, avec au bout du compte un mélange multicolore de coureurs et de randonneurs. Mais rapidement, les coureurs prennent le dessus et après 20 km de course, au moment de gravir l'une des principales difficultés de l'épreuve, la côte du château de Dampierre, c'est précisément Thierry Casas qui mène devant Patrick Ozotte. Remarquez la différence de style entre les deux hommes. Deux heures plus tard, au même endroit, c'est au tour des randonneurs. Et là, manifestement, le style est complètement différent. Et alors ça se passe comment? Très bien. Oui. C'est beau, par moments c'est difficile. Hein. Oui. Et les côtes sont pas trop pentues? Si. On fait comme là, on monte à pied. Ils ont monté en pédalant? Sans problème. Ah oui. Non, on n'a même pas essayé. Non, on n'a pas essayé. Ok, Par merci. contre, il y a un problème, ça manque de pinard. Et pourtant, des points de ravitaillement sont prévus. Délaissés souvent par les coureurs, ce sont les randonneurs qui les utilisent comme pique-nique. Parmi les coureurs, la fameuse côte de Dampierre va être terrible et provoquer des cassures. À mon avis, ça va passer à stade 2. Ça. Vous avez raison, monsieur, et ça vaut le coup. Cette côte du château de Dampierre va marquer les esprits et les musculations. Allez, vas-y. 10 km plus loin, en pleine forêt de Chevreuse, c'est la technique qui fait la différence. Il faut éviter les pièges, les accidents de parcours, ainsi que les incidents mécaniques à réparer soi-même. Par la chaîne. Vous avez eu un saut de chaîne? Ah, elle est cassée. Elle s'est cassée. Et vous étiez bien placé quand ça vous est arrivé? Oh, j'étais à la 50e place. Bah là, j'entends qu'il annonce combien? 80 déjà? Ouais, ça va vite quand même. Ça va tellement vite que 2h45 après le départ, 3 hommes arrivent en tête sur la piste gravillonnée de Gif-sur-Yvette. Et c'est Thierry Fillot qui l'emporte devant les frères Patrick et Jean-Paul Ozotte. 3e victoire dans la Belle-Louise pour Thierry Fillot. Cette année, j'étais en 4e position. C'était à peu près 1 minute 30 des premiers. Il y avait Patrick devant, il y avait Casas. Et puis, à un moment, il y a eu une erreur de balisage. On s'est tous regroupés. Et puis, il y avait 5 chemins, il fallait en prendre un. Bon, bah, on s'enfuit dans un chemin avec Jean-Paul et Patrick. Et puis, apparemment, c'était le bon chemin. Bon, il y a eu quelques heures de balisage encore après, mais bon, c'est la course. En VTT, il faut pas faire que rouler. Il faut regarder où on va un peu aussi. Il faut pas rouler bêtement le nez dans le guidon. Et je crois que les trois, on s'est très bien entendu parce que de temps en temps, on envoyait un éclaireur, on vérifiait bien si on était sur la bonne piste et
On fonçait vraiment pas les yeux fermés, on regardait bien ce qui se passait autour. Alors que les premiers sont arrivés depuis plusieurs heures, les randonneurs continuent leur petit bonhomme de chemin sur le même parcours que les champions avec plus ou moins de bonheur, mais toujours la même joie de pratiquer un sport qui peut lui aussi devenir un loisir en pleine expansion. Voilà, ça fait pas de bruit, ça pollue pas, c'est super, on peut le faire en famille, c'est vraiment bien, le VTT et le vélo en général. Si vous êtes dans la région parisienne le week-end prochain, à Longny au Perche, il y a le souvenir André Godard, 18-19 mai, donc avec une épreuve de tandem dimanche pour les aveugles et les non-voyants. C'est vraiment bien aussi d'y aller pour les soutenir. Et puis à Saint-Julien-Chapteuil, il y a les journées RET de sport où il y a une marche organisée. Et les profits de cette journée vont à l'Association française du syndrome de Rett, qui est une maladie génétique grave. Voilà, on passe maintenant au hockey sur gazon. Alors, Claude Aymar, les Pakistanais sont un petit peu les Brésiliens comme en football, c'est-à-dire des artistes, des techniciens, de super très grands joueurs. Il y avait hier, à Paris, à la Porte de Châtillon, sur une pelouse en gazon synthétique, France-Pakistan, dont vous vous êtes évidemment intéressé à ce match. Et oui, France-Pakistan, très intéressant et très spectaculaire. Je vous ai ramené, Gérard, la balle du match. On voit, elle est un petit peu plus grosse qu'une balle de golf, elle pèse 160 grammes, et quelquefois elle vole à plus de 200 km/h. Surtout quand ce sont les magiciens pakistanais. Hein. Faites pardon. Voilà, elle est très dure, on l'entend. Et surtout quand ce sont les magiciens pakistanais qui tapent donc. Mais il y avait aussi dans ce tournoi de France les Australiens, les Gallois, et puis les Français qui préparent surtout la Coupe d'Europe qui se déroulera à Paris au mois de juin. On voit tout ça en images. Un speaker qui fait ses annonces en pakistanais. Des chants, des drapeaux, des supporters pakistanais. La présence de l'équipe nationale du Pakistan. Vraiment, hier après-midi, le stade Jules Noël à Paris ressemblait étrangement à celui de Lahore, au Pakistan. C'est le jour national. D'abord, on est pakistanais. Et deuxième, on vit en France. Alors, la France-Pakistan, c'est super. Notre pays qui jouait, tout le monde a joué au hockey. Et oui, les Pakistanais aiment le hockey. Et d'ailleurs, ils sont venus nombreux. Pratiquement 80% des spectateurs sont pakistanais. Mais c'est vrai que l'affiche de ce tournoi de France est de qualité. Pakistan et France, bien sûr, mais aussi Pays de Galles en rouge et surtout Australie en jaune. Le Pakistan est le second mondial, l'Australie est le troisième mondial. La France a terminé 7e de la même compétition. Pour nous, c'est une valeur étalon qui est importante à la veille des championnats d'Europe. L'Australie, c'est une équipe solide, bien amenée par son capitaine, le numéro 1, Warren Birmingham, et par son avant-centre, Stephen Davis. C'est le numéro 10. Une équipe qui joue à l'européenne, c'est-à-dire très physique. Et cela lui réussit, les Kangourous ont remporté ce tournoi en ayant gagné leurs 3 rencontres. Et même celle contre les artistes pakistanais, les Brésiliens du hockey. Anjum Saed, puis Shabal Ahmed, 2-0 en 7 minutes, l'équipe de France est KO. On a abordé le match, on n'avait pas de jus. Dès le départ, on a respecté aucune consigne, c'est-à-dire que fallait surtout pas jouer avec de grands espaces contre les Pakistanais. Et dès le départ, on a essayé de faire le jeu, ils nous ont laissé venir, ils nous ont pris en contre, et puis ça a défilé. Ça a défilé, le Pakistan a marqué encore 5 buts avant la mi-temps, dont un de nouveau par Shahbaz Ahmed, meilleur joueur mondial et idole de tout un peuple. On peut dire que nous avons un talent naturel. Chez nous, tous les enfants essaient tous les sports. Et ceux qui se spécialisent dans le hockey sont vraiment les meilleurs. 7-0 à la mi-temps, les Français vont essayer de réagir, mais les attaquants, pourtant le point fort de l'équipe, vont se montrer malheureux. Malheureux ou peut-être un peu maladroit, et le gardien pakistanais ne sera jamais vraiment inquiété. Et comme Shahbaz Ahmed continue son festival, l'addition se corse, score final 9-0. Tout à fait de nouveau groupe de l'année, quand on compare ça avec l'année dernière, ce sont 5 changements et bon, nous avons eu un stage, ils ont joué et seulement joué et nous avons entraîné toute la journée parce que mon objectif c'était pas de gagner ici, mon objectif c'est en 4 semaines.
Dans 4 semaines pour la Coupe d'Europe qui se déroulera ici et où les Français espèrent une place parmi les 4 premiers. Quant aux Pakistanais, leur objectif, eux, est déjà défini. C'est tout simplement le titre olympique en 92 à Barcelone. Et on continue avec le hockey sur gazon parce que c'est une des forces de Stade 2, c'est de parler de tous les sports. Même si on en parle seulement une fois par an, on essaie de parler de tout. Le hockey sur gazon, cette fois du côté des femmes, avec la Coupe d'Europe. Effectivement, la Coupe d'Europe dames qui s'est déroulée donc cette semaine à Bruxelles, auquel participaient 12 nations. La finale, c'était pour cet après-midi, c'est tout chaud. Elle opposait l'Angleterre à l'Allemagne, l'Angleterre qui avait éliminé en demi-finale les Pays-Bas, les tenants du titre. L'Angleterre qui marque donc, on va le voir tout de suite, le premier but dès la 8e minute sur une belle échappée de Jane Smith. Difficile à dire, mais elle est contente. On revoit le but pour s'apercevoir bien que la balle passe au-dessus du bras du goal allemand, c'est-à-dire de la goal allemande. 1-0 à la mi-temps, puis 2-0, 5 minutes après le repos avec un deuxième but de Jane. Voilà. On va revoir le contre favorable de la petite anglaise. Et hop, entre les jambes. L'Allemagne va réduire le score, 51e minute sur un petit corner, c'est Greta Hensel qui marque. Sur le banc allemand, on reprend un peu espoir, mais malheureusement, à 2 minutes de la fin, Sofia Rosenzweig rate un penalty et l'Angleterre remporte la coupe. La France, elle, termine 10e. Vous êtes sûr du nom de la fille qui a marqué le but là? Oh, non. Bon, très bien. Merci Claude. Des résultats importants, Daniel Casal? Toujours important. Toujours. Bien sûr. Alors d'abord de la moto à Jerez, en Espagne. Dans les 500 cm3, victoire de l'Australien Michael Douane. Dans les 250 de l'Allemand Helmut Bradl. Dans la catégorie des 125 du Japonais Noboru Ueda. Et dans les sidecars des Britanniques Webster Simmons. Il y en avait pour tout le monde, sauf pour les Français. En tennis, eh bien, à Rome, on attendait avec impatience la finale Sabatini-Céleste, car elles ont toutes les deux gagné 3 tournois chacune cette année. Elles sont Céleste numéro 1 mondial et Sabatini numéro 3, ben, ils flottent. Alors, elles ont joué 42 minutes, le temps que Sabatini mène 5 jeux à 3. Ça a repris depuis, mais on n'a pas encore de nouvelles. À Hambourg, chez les messieurs, victoire du Tchèque Novacek en 5-7 face au Suédois Gustafsson qui avait battu Noah en quart de finale. Noah qui avait passé 3 tours en allant en touriste à Hambourg, comme quoi quand il ressent pas la pression, eh bien il a une approche du tennis totalement différente qui lui permet de gagner. C'est la première fois depuis 15 mois qu'il gagne 3 matchs d'affilée. Alors bravo, il s'est amusé, il a amusé le public et puis il est arrivé en quart. Dont Fromberg, l'Australien qu'on a vu jouer dans les arènes de Fromberg, il a dû moins apprécier parce qu'il a complètement déstabilisé 7-6, 6-0. Bon. Alors, rugby à 13, demi-finale, retour du championnat de France. Saint-Gaudens bat Saint-Estève, ça lui permet de se qualifier pour la finale. Le 13 catalan, lui, bat Villeneuve-sur-Lot, mais l'écart de points est en faveur de Villeneuve-sur-Lot, si bien que la finale opposera Saint-Gaudens à Villeneuve-sur-Lot le 26 mai à Toulouse. Je vous propose maintenant des images d'un week-end mouvementé pour un pilote américain. Regardez, c'était à Indianapolis. Alors comme on l'a pas bien vu, on va revoir ça au ralenti. Ça se passe à 350 à l'heure. Le pilote s'appelle Mark Dismore et vous avez vu que sa voiture a d'abord heurté la rambarde droite, puis après ça la gauche, qu'elle s'enflamme un petit peu comme ça. Là, elle va se désintégrer légèrement, partir en 3 ou 4 morceaux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'habitacle, lui, va rester intact et c'est ce qui va sauver la vie à ce fameux Mark Dismore. Car il va être blessé au cou, au poignet, au genou, aux chevilles, et il passera 6 heures sur le billard, et puis actuellement il est en train de se remettre doucement de ses émotions assez fortes. En waterpolo, Marseille, Nice, 7, Tourcoing, le Racing et Taverny se sont qualifiés pour les playoffs. Il y a 6 équipes dans ces playoffs. En escrime, Marlène Hauteurville est championne de France d'épée. En finale, elle a battu Catherine Potier. Et puis, d'autres images avec un rappel de 2 records du monde en athlétisme. Regardez, ça se passe à Tokyo, là même où auront lieu les prochains championnats du monde. Sergei Bubka établit son 25e record du monde, le 10e en plein air, avec un bond de 6 mètres 07, c'est-à-dire 1 cm de mieux qu'à Nice, il y a presque 3 ans, au Nikaya. Et puis, il y a 2 mois, rappelez-vous, à Grenoble, Bubka avait porté à 6 mètres 12
le record du monde en salle. Et là, en plein air, c'est 6,07. Dans ses œuvres, maintenant, le finlandais Seppo Räty, et vous allez voir que c'est pas raté. La preuve, le javelot plane et se fiche du candidaton, et dans la pelouse à 91 mètres 98, 1 mètre plus loin que le record du monde du Britannique Buckley. Räty est déjà champion du monde à Rome en 87 et médaille de bronze à Séoul. Champion du monde de tennis de table au Japon, finale suédoise chez les messieurs où Jörgen Persson crée la surprise en dominant le tenant du titre Waldner 3-7-0. Persson ici de dos et qui va être fou de joie. Quant à Gatien, il avait été éliminé en quart de finale par Waldner. Chez les dames, le titre est pour la chinoise Mademoiselle Deng. Ici de dos face à la coréenne Mademoiselle Lee qui réussit un bien joli point, Mademoiselle Lee. Mais c'est Mademoiselle Deng qui s'impose en 3-7. Alors le double, lui, eh bien regardez, le double dame, c'est une histoire 100% chinoise, mais très spectaculaire. Et ce sont les Chinoises qui ont gagné. Forcément, la finale était chinoise. Alors, on reste maintenant dans une ambiance asiatique avec du Kung Fu, qui est un art martial chinois, cousin du Taekwondo coréen, qui lui est discipline olympique. Il s'agit de faire des pieds et des mains pour mettre l'adversaire hors de combat. Les premiers championnats du monde auront lieu en octobre à Paris. Pendant le week-end, la Halle Carpentier a accueilli les championnats de France. Suite acharné indécis et c'est Benoît Laporte qui une nouvelle fois va redonner l'avantage à Rouen 3-2. C'est le score avant le troisième tiers-temps. Franck Saunier va porter la marque à 4-2. Rouen est alors champion, mais Christophe Ville, sur cette échappée, devant la cage vide, va réduire la marque 4-3. Égalisation de Crétenant et Grenoble va reprendre l'avantage par Philippe Boson, 5-4. L'égalisation de Benoît Laporte ne suffit pas. Grenoble est champion de France 10 ans après son dernier titre. Reste que le club grenoblois est en difficulté, en redressement judiciaire. Le verdict sera rendu le 6 juin. Ce titre de champion de France devrait faciliter la recherche de solutions. Voilà, troisième titre donc pour les brûleurs de loups de Grenoble. On passe maintenant au vélo avec Jean-Paul Olivier. La fin aujourd'hui dans les rues de Madrid, Jean-Paul, du Tour d'Espagne, de la fameuse Vuelta. Avec la victoire finale donc de Melchor Mauri qui n'a pas craqué. Indurain ne lui a pratiquement rien repris. Non seulement il a rien pris, mais il a même gagné le contre-la-montre il y a 2 jours. Et si je puis me permettre, ce titre qui ressemble un peu à un titre de film, c'est la victoire de Mauri à Madrid. Oui, Mauri à Madrid. Comme Mauri a aussi battu tout le monde, a battu tous les Espagnols, et puis les autres, les étrangers aussi, c'est Mauri-Turi. Mauri-Turi, et puis comme il faut le savoir, c'est Mauri-Turi, c'est salutant. Ah, Mauri-Turi, c'est salutant. Enfin bref, cela étant, et trêve de plaisanterie, rappelez-vous, l'année dernière, à la fin de la saison, il était 295e, il avait la 295e position au classement FICP. C'est dire s'il était très très loin et pratiquement inconnu, sauf peut-être de quelques Espagnols, il avait gagné quelques étapes ici et là. Donc c'est quand même assez extraordinaire. En plus, il s'appelle Melchior, c'est le nouveau roi mage des Espagnols. Comme dans le Nouveau Testament, eh bien, à ma foi, son père était charpentier, c'est vrai aussi. Il appartient à l'équipe ONCE, qui est l'équipe des aveugles, vous savez, financée par les Cannes Blanches. C'est fantastique, il y a une phraseologie extraordinaire à faire. Et puis je terminerai en disant que c'est un Catalan et que depuis 15 ans, un Catalan n'avait pas gagné le Tour d'Espagne, c'était Pessarodona, José Pessarodona. Alors regardons un petit peu Melchior Mauri en pleine action. Vous avez parlé il y a un instant, Gérard, d'Indurain, nous allons le voir, lui, Indurain. Indurain, lui, a été battu effectivement contre la montre. C'était sa dernière chance ici. Eh bien, il la perd à Valladolid sur 53 km contre la montre. Car, même contre la montre, il doit laisser la première place à Melchior Mauri. Indurain n'a terminé que deuxième à 1,6. Mauri, dont on avait prédit l'effondrement, gagne véritablement par KO et rejette au classement général Indurain à 2 minutes 52. Qui aurait pu pronostiquer un tel élan au départ de la Vuelta? Il a dominé sur tous les terrains, même en montagne, et tout contre la montre où il a gagné 4 contre la montre sur 5, contre la montre par équipe compris bien sûr. Une domination absolument écrasante qui se termine ici par la victoire de Van Poppel sur les Champs-Élysées madrilènes, c'était cet après-midi. Melchior Mauri. Donc Jean-Paul, hier, en direct sur Antenne 2, nous avons suivi la première classique des Alpes, avec les commentaires donc, de Patrick Chen
et de Robert Chapat. C'est une nouvelle course organisée dans la Chartreuse, c'est ça, entre Chambéry et Clébin, 208 km, avec des cols dignes des fables de La Fontaine. Il y avait le col du Chat, il y avait le Pucheron, il y avait le Coq, il y avait le Revard, pas le renard, le Revard. Alors victoire, le roi des Alpes, c'est Charly Mottet. Charly Mottet, vous savez, avait fait un de ses objectifs de cette classique des Alpes. Et puis, il faut dire aussi qu'il est très en forme physique, puisqu'il sort des 4 jours de Dunkerque qu'il a remporté de manière très très brillante. Et il avait quelques objectifs. Vous savez, c'est le classement Coupe du Monde qui l'intéresse. Hein, mais enfin, il est bien et il a déclaré aussi qu'il voulait faire un grand Tour de France et pourquoi pas le gagner. On a assisté à quelques révélations aussi, comme Abadi, le Danois, qui ont été très très bien dans cette course. Mais enfin, Mottet n'avait pas d'adversaire et même pas Millard, qui a été le dernier à la compagnie. Regardons un petit peu cette course. Les Colombiens vont cependant être très vite dépassés par le rythme élevé de l'épreuve, mais ils jouent les premiers rôles au sommet de ce col, et on retrouve encore Moreno Torres du côté du Cucheron. Les échappées se succèdent en effet, et là c'est Ackermann qui passe en tête au sommet du Cucheron. Nous sommes donc en pleine Chartreuse. Un Pyrénéen veut s'illustrer dans les Alpes, il s'agit d'Henri Abadi, transfuge de l'équipe Z. Mais derrière, les favoris ne se quittent pas. Regardez bien, il y a là Millard, il y a là Mottet, et puis également Éric Boyer. Leblanc est juste derrière. La grande offensive n'est pas encore déclenchée. Au sommet du col du Coq et de sa chaussée en terre, Abadi fait encore illusion avec Winterberg, le Suisse, avec Moreno Torres et le jeune Virenque ici de la formation RMO, très actif depuis le début de la saison. Nous sommes à mi-course et tout est à refaire lorsque Boyer, succédant à le Danois dans le col du Granier, à 60 km de l'arrivée, attaque avec une rare détermination. Derrière, on sent poindre une sélection quasi définitive, avec Mottet en tête ici, avec Carter l'Américain, étonnant, Dufaux, le petit Suisse, Leblanc, Millard. Boyer traverse Chambéry avec 2 minutes d'avance à 46 km de l'arrivée, mais ensuite, son avance est en train de décroître. Il bute sur le col du Revard et les 5 se rapprochent de lui. Boyer, qui vient de reconnaître les cols du Tour d'Italie, est parti de trop loin. Et là, il va être rejoint le premier par le Belge Breunel, lequel, auteur d'un beau retour, est arrivé dans le groupe des 5 contre-attaquants. Pour Boyer, c'en est terminé. Et alors que De Jonquière, directeur sportif de Carter, vient conseiller son coureur, nous allons nous porter sur Robert Millard. Regardez bien Millard, regardez bien son coup d'œil sur la gauche. Dans un instant, top, et Mottet est parti sur la droite. Coup d'œil sur la gauche, Mottet a démarré. Le super favori répond aux espérances. Il est présent au rendez-vous, mais il doit tout de même se méfier d'un grimpeur de poche comme Robert Millard. Un homme intelligent, Mottet sait qu'il ne faut pas qu'il s'use seul, avec Millard en point de mire, et c'est la raison pour laquelle il le laisse revenir. À 2, en effet, Millard et Mottet vont se mettre hors de portée des poursuivants. Voilà, c'en est fait, 2 hommes en tête sur les dernières pentes du Revard, où l'on va retrouver, bien entendu, la neige, le vent et le froid. C'était une gageure, d'ailleurs, de réaliser une telle épreuve à cette époque-ci. Les organisateurs de la Société du Tour de France l'ont fait, et ils ont eu raison. Déjà, on peut émettre un pronostic, alors que Millard, ici, récupère ses lunettes. Mottet est nettement supérieur à l'Écossais au sprint. Et regardez bien ce qui va se passer. Nous sommes véritablement dans une course de vitesse, comme cela se passe sur un vélodrome. Les 2 hommes s'observent. Celui qui est en meilleure position, c'est Charly Mottet. Mottet le sait. Mottet sort de l'école de la piste. C'est très important dans un sprint sur route aussi. Il est très mal placé, Millard. Et Mottet s'apprête à démarrer. Voilà, c'en est fait. Millard reste littéralement sur place. Charly Mottet remporte donc la première classique des Alpes, une classique qui prendra l'année prochaine la date du Tour de l'Oise et qui réunira certainement d'autres concurrents de talent. Meeting des Hauts-de-Seine, Marie-Josée Pérec, qui avait fait l'impasse sur la saison hivernale après une opération au genou. À noter sur 400 mètres les 47 secondes 25 de Stéphane Caristan pour son premier tour de piste sans haie. Caristan deuxième derrière Noirot, vainqueur en 46-32. Pour mémoire, mardi soir, 21 ans après son premier titre, Antibes devient champion de France en dominant le tenant du titre depuis 3 ans, Limoges, 88-76. Antibes disputera le championnat d'Europe des clubs. Limoges rejoint Pau Orthez en Coupe d'Europe.
Motonautisme, première manche du Grand Prix de France Inshore à Dinard. 15 Formule 3000 au départ, un plan d'eau difficile. Excellente rentrée de Jimmy Revers qui l'emporte à la moyenne de 148 874 km à l'heure. Et pour finir, regardez, ça vaut le livre des records. Si ça parvient à y entrer d'ailleurs, c'est le vélo le plus long du monde. 15 mètres, 300 kilos et 26 cyclistes pour le faire rouler. L'équipage a parcouru 4 km 400. À noter que certains des pédaleurs étaient équipés par précaution de patins à roulettes. Voilà. C'est pas mal. Alors, un rappel également, c'est que mercredi, eh bien, les Anglais de Manchester ont magnifiquement réussi leur retour en Coupe d'Europe puisqu'ils ont remporté la Coupe des Coupes en battant Barcelone 2-1. 2 buts de Hughes qui avait été au Barça et qui avait été jeté cavalièrement. C'est une belle revanche. Enfin, GG, les internationaux de France de tir à l'arc à Pélérol. En finale par équipe chez les messieurs, victoire de la Corée du Sud. La France est deuxième, l'Espagne troisième. Chez les dames, victoire de la Corée du Sud devant la Suède et la France. Merci, Voilà. merci Daniel. J'ajoute à tout ça des petits télégrammes. Golf, une rencontre entre Antenne 2 et la BBC, le confrère britannique. Eh bien, c'était sur les greens du golfe d'Ardelot, dans le Pas-de-Calais. La BBC a gagné haut la main toutes les parties. Antenne 2 s'est rattrapée, m'a dit Jean-Louis Calmejane et Christian Quidet. Antenne 2 s'est rattrapée dans le fameux 19e trou, c'est-à-dire le clubhouse. C'est le bar. Dans la rubrique les petites annonces du cœur, Villette Danton dans l'Isère organise samedi prochain le 5e semi-marathon, c'est au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Et puis mercredi prochain, au Bois de Boulogne, juste en face de l'hippodrome d'Auteuil, il y a le cross des jeunes espoirs qui est organisé pour les 4 à 17 ans au profit de l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Donc c'est à partir de 14h mercredi prochain en face de l'hippodrome d'Auteuil. Il y a 2000 cadeaux. Il s'agit de courir avec des moniteurs qui diront aux enfants ce qu'ils doivent faire pour jouer. Et puis hier, coup de chapeau aux forains qui ont promené sur leur Harley Davidson dans Paris des handicapés. Il s'agissait de venir en aide au mouvement des handicapés de la vie et des grands accidentés. Monsieur Gilibert était présent et les forains donc ont baladé dans les rues de Paris avec leurs motos, les fameuses Harley Davidson des enfants. Et c'est toujours très sympa. Et puis dans l'actualité aussi, sur le carnet noir, cette fois du sport, le décès d'un des plus grands skieurs autrichiens actuels, Rudolf Nierlich. Rudolf Nierlich, qui a été champion du monde de slalom et de slalom géant à Veil, aux États-Unis en 89. Et en 91, il venait de gagner là le slalom géant des championnats du monde de Saalbach en Autriche. Rudolf Nierlich a perdu le contrôle de son véhicule vendredi dernier dans la nuit. Il avait 25 ans. Il s'est écrasé contre un immeuble et il est mort pendant son transport à l'hôpital. Il n'avait pas bu une seule goutte d'alcool, a dit un de ses copains avec qui il avait passé la soirée. Voilà, le décès donc de Rudolf Nierlich. Exact, il y a eu un gros orage en Autriche. On passe maintenant au rugby avec d'abord un mea culpa, Pierre Salviac, pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avions mal calculé le chronométrage de l'émission Stade 2 et nous avons tous regretté que nous ne puissions diffuser que quelques images des quarts de finale. Nous ne recommencerons plus jamais, sinon je vous promets de faire 300 km en vélo en plus. Jamais, pardon, nous avons reçu des lettres et vous avez eu raison de nous engueuler, passez-nous l'expression. Aujourd'hui, demi-finale, on prend notre temps, Pierre, avec, on a eu 2 matchs exceptionnels pendant le week-end, le même score, assez extraordinaire, 13-12. Et d'une grande correction tous les deux. Alors, exactement, dans un esprit très chevaleresque. On reviendra dans quelques secondes sur le drop story que l'on a vécu en direct hier. Cet après-midi, Bègles-Bordeaux contre Béziers, avec une victoire de Bègles qui s'est également dessinée comme hier dans les dernières minutes. Tout à fait. Alors, puisqu'on en est à faire des comparaisons, à regarder ce qui est un peu commun à ces deux demi-finales, je dirais aussi qu'il n'y a eu qu'un essai marqué par demi-finale, ce qui veut dire que les défenses ont pris le pas sur les attaques. Mais vous remarquerez aussi que des 30 joueurs qui vont disputer la finale au Parc des Princes dans 15 jours devant les caméras d'Antenne 2, eh bien, aucun d'entre eux n'a été sélectionné dans l'équipe de France qui a joué le tournoi des 5 Nations cette année. C'est donc la revanche des laissés pour compte du comité de sélection. C'était à signaler parce que ça prouve que, au plan de la détection, il y a peut-être encore quelques efforts à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui émergent. Voilà. Alors, cela dit, je vous propose maintenant de voir des images du match qui s'est disputé cet après-midi, qui a été joué cet après-midi à Toulouse, devant les caméras de Canal. Et ce match opposait l'équipe de Béziers à l'équipe de Bègles. Voyons comment Bègles s'est qualifié. C'est l'image qui démontre la supériorité de Bègles sur Béziers cet après-midi en demi-finale. L'image qui rappelle que le rugby commence devant, que ce jeu est d'abord une affaire de conquête, puis d'organisation au niveau du pack. Et à ce jeu-là, Bègles
a bien à l'heure actuelle l'équipe la plus efficace du rugby français. Et c'est sans doute pour cette raison que Bègles est qualifié sur 2 tableaux ce soir, finale du Challenge Yves du Manoir et finale du championnat de France. Bègles-Bordeaux est au rugby ce que Marseille est au football, une équipe cannibale. Devant cette machine à enfoncer les défenses, l'adversaire ne peut que subir. Cet après-midi, c'est Béziers qui subit. Devant Bègles-Bordeaux, sûr de lui et dominateur, l'orchestre rouge de Béziers passe l'après-midi à faire des couacs. Soumis à la pression du pack Béglé irrésistible, les frères Cambera-Béraud ne font pas impression. Les joueurs de Bègles portent sur leur maillot à damier l'échec de leurs adversaires. Au cours de cette première mi-temps passée à reculer, voici la seule percée de Béziers. La seule ouverture dans ce match qui devient pour Béziers le match de fermeture, le dernier match d'une saison qui dégage en touche. Car aussitôt c'est Bègles qui reprend le jeu à son compte. Bègles qui ouvre. Bègles qui joue au pied quand il ne joue pas au pré. Bègles qui se donne de l'air. Bègles qui récupère. Bègles qui élargit le débat, histoire de démontrer que son jeu n'est pas hémiplégique. Bègles qui court après le titre et qui n'en finit pas de s'offrir des ballons d'essai cet après-midi devant Béziers à bout de souffle. Quand Bègles le conquérant confisque le ballon à l'adversaire, c'est pour mettre en pratique la tactique du groupé pénétrant qui illustre un humoristique dessin de Blachon dans l'équipe magazine de samedi. Et c'est toujours dans l'axe profond. À Bègles, on appelle cela faire la tortue. Cette tortue, c'est le cheval de Troie de cette équipe qui joue si bien le rugby à 8. En 3 pénétrations successives, Bègles-Bordeaux-Gironde déstabilise une défense de Béziers qui joue maintenant avec la garde basse. Béziers qui ne peut plus compter que sur le vent favorable en deuxième mi-temps pour se refaire une santé. En attendant, Béziers subit, Béziers recule, Béziers s'essouffle. Deuxième mi-temps. Le vent est contre Bègles. Jeunesse, à l'arrière chirurgien de l'équipe béglaise, tente de trouver la touche. À la récupération, Didier Cambera-Béraud, de 50 mètres, Cambé ajuste un drop monumental qui passe entre les poteaux, mais Cambé avait le pied en touche au moment de la réception. Drop justement refusé à Cambé. Pour l'aîné des Cambé, un drop de perdu, c'est un autre de retrouvé. Après une conquête biterroise en touche, un ballon gagné au sol par les avants de Béziers, Gilles passe à Didier qui ajuste le drop. La balle passe entre les poteaux, Béziers prend l'avantage au score 12-9. Il reste un petit quart d'heure à jouer, 2 minutes devant. Béziers se croit en finale grâce à la botte de Cambé. Mais ce match a une morale. Dans les 5 dernières minutes, Bègles finit par trouver le chemin qui conduit en finale. Reit choisit la relance, c'est le bon choix pour la chance. Et c'est Échouer qui marque l'essai du bonheur pour cette équipe de joueurs sans nom, entraînée par un Breton, qui pense aussitôt à ceux qui ont un nom mais qui ne sont jamais allés en finale. Je voudrais que tout le monde savoure vraiment cette place. Ça fait 3 ans qu'on travaille. Je crois que c'est une période très courte pour arriver au résultat qu'on possède actuellement aujourd'hui. Il y a des joueurs qui, pendant 10 ans de carrière, en fréquentant des statuts internationaux, rêvent de finale. Je pense à Serge Blanco, qui n'a jamais accédé au Parc des Princes. On est jeune, on a 23 ans. Ça fait 3 ans à peine que le groupe est né. Et on est déjà en finale. Je crois que c'est merveilleux. Après, advienne que pourra. Mais je crois que déjà le résultat est là. Et un sacré palier est franchi aujourd'hui. Pendant que vous revoyez l'essai de Téchouer en ralenti, je voudrais quand même préciser que Serge Simon, le pilier de Bègles que vous avez entendu, est médecin, comme l'arrière de Bègles est chirurgien. Cela dit pour la petite histoire et l'anecdote. On va me dire que le soir des quarts de finale, Marc Salfranc est parti, c'est lui dont vous parliez tout à l'heure, est parti opérer juste après le match. Donc, rendez-vous. Non, c'est pas Salfranc qui jouait pas l'arrière. Jeunesse. Jeunesse, pardon. Non, c'était juste pour dire que si tous les cons sont en rugby, il n'y a pas que des cons, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est loin d'être le cas. Alors, rendez-vous donc sur la pelouse du Parc le 1er juin, Bègles-Bordeaux d'un côté, j'espère avec leur ancien maillot, moi je préférais les petits damiers. Oui. De l'autre côté, on va retrouver le Stade Toulousain qui a battu hier le Racing. Alors avec, on pourrait appeler ça un faux vrai drop, et puis un vrai drop. Ah, c'est pas mal ça. En tout cas, vous avez remarqué aussi que c'est un remake de la finale de 69, qui avait été gagné par Bègles devant Toulouse grâce à une interception de Trio. C'est aussi le match Baudis contre ma mère, un ancien journaliste de TF1 contre un journaliste d'Antenne 2. C'est le match gauche-droite, bref, c'est le match des oppositions. Voyons le fameux drop, pour commencer. C'est le drop qui fait couler l'encre. Le ballon botté par Roger Thomas passe-t-il au-dessus de la barre ou en dessous? Pour l'arbitre, M. Franchi, pas de doute, le ballon est passé en dessus. Mais pour Scrella, l'entraîneur de Toulouse, le ballon est passé en dessous. Ici, on a vu la vision qui était passée sous la barre, mais je dirais que les joueurs du Racing n'ont pas protesté et cela fait que l'arbitre, je crois, l'a accordé. Je dis rien parce que c'est vrai que je le vois passer dessous, mais la décision se fait tellement rapidement au niveau de l'arbitre, il siffle tout de suite une fois que la balle est derrière la barre. Je
c'est pas mon genre de râler après un arbitre. Une fois que c'est sifflé, je pense pas qu'il puisse revenir sur sa décision. Ça me paraît logique. Donc je fais pas partie de ces joueurs qui râlent, qui l'injurient, qui le bousculent. Cet incident mis à part, le Stade Toulousain mérite amplement sa qualification. Pour une première mi-temps généreuse, passée à faire vivre le ballon, une mi-temps orientée vers le jeu de passe, face à un Racing qui a perdu son âme en reniant son rugby papillon. Toulouse qui ne recrute pas d'étrangers ni d'internationaux. Toulouse qui met dans le grand bain des juniors. Toulouse qui n'a pas à le regretter. Devant ce Toulouse revigoré par une transfusion de sang neuf, le Racing pratique un rugby de sénateur ce samedi à Bordeaux. Résultat, une leçon pour le champion de France en titre qui n'a plus qu'à jouer les beaux perdants au moment de faire les comptes. C'est ce drop raté puis accordé par l'arbitre qui vous élimine. Non, c'est pas ça qui nous élimine, c'est la première mi-temps de Toulouse qui a su répéter le même pressing qu'elle avait fait contre Narbonne. On était prévenus, on n'a pas su tirer les leçons du match de la semaine précédente. On n'a pas su s'acclimater, s'adapter à leur regain de forme et c'est là qu'on a échoué. C'est juste avant la mi-temps que Toulouse marque le seul essai du match, une percée de Rampoule, un relais de Casalbou, puis Marin, et enfin Sigagna, le capitaine, qui va feinter la passe et marquer l'essai qui donne bonne conscience à cette équipe de Toulouse qui mérite sa victoire. Sur l'ensemble du match, on a pratiqué un plus grand volume de jeu avec de plus grands enchaînements. Je crois qu'on mérite sur l'ensemble du match notre victoire. Pourtant, Toulouse doit attendre les arrêts de jeu pour signer sa qualification. Le Racing mène au score, mais Toulouse fait le jeu, contrôle la balle, drop, ajusté par Marfin, ça passe. Et c'est la voie vers la finale. À ce poste, joué l'an passé, un certain Denis Charvet. C'est Martin qui sera au parc cette fois. Et c'est ça la relève à Toulouse. Et puis surtout, on notera donc l'esprit, vous en avez parlé Pierre tout à l'heure, l'esprit qui a soufflé au-dessus de ces deux demi-finales, chevaleresque, fair play, vraiment beau. Oui, parce que finalement, le drop là, c'est l'histoire de la main de Vata en Coupe d'Europe. Oui, mais la différence, si vous voulez, c'est que en Coupe d'Europe, me le faisait remarquer Alain Vernon tout à l'heure, il y a des milliards en jeu. Dans une demi-finale du championnat de France de rugby, il y a quelques verres en jeu. Et effectivement, à partir de là, je crois qu'on peut pas avoir le même comportement, ce qui peut expliquer pourquoi les joueurs du Racing, fair play beaux joueurs, mais aussi par éducation, ont estimé qu'après tout, l'arbitre avait toujours raison. Ouais, c'est superbe. Le respect de l'arbitrage. Prolongation, rugby, encore, mercredi prochain, vers 23h30, minuit. Oui, merci d'être fidèle. Alors là, vous aurez, on s'attardera, si vous voulez, au rugby des petits clubs. Ainsi, Jean-Luc Alméjean a suivi aujourd'hui l'équipe d'Urung, qui jouait le championnat de 3e série, tandis que Claude Aymar suivait le tournoi des Benjamins, qui se jouait à Toulouse. Et enfin, nous ferons un gros plan sur Jérôme Bianchi, qui ne se contente pas d'être le meilleur arrière de l'équipe de Nîmes, le cendrillon de ce championnat, mais qui est aussi accessoirement le kinésithérapeute de l'équipe de France de tennis, puisqu'on est à Roland-Garros bientôt, c'était l'occasion. Très bien, merci Pierre. Juste pour compléter, la finale du championnat de France corpo de rugby, eh bien, victoire des Douanes de Paris, 14-10 devant les Pompiers de Bordeaux. On passe maintenant. Alibert, recrue de Bègle Bordeaux-Gironde cette saison, venu d'Albi, beaucoup de puissance, beaucoup de détermination, à l'image de tout ce pack béglé. D'ailleurs, la plupart des essais de Bordeaux cette année ont été marqués par les avants vraiment irrésistibles et qui sont l'attraction de cette équipe béglaise. Côté Tarbes, il faut sauver l'honneur. Le match est maintenant perdu, mais un deuxième essai tarbé est marqué juste à la fin du match par Dancla. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Cet essai de Dancla, grâce à une croisée entre Danglade et Dancla, c'est un peu le cadeau d'adieu offert hier en fin de match par les joueurs du Stade Oceste Tarbé à leur capitaine Philippe Datran qui joue son dernier match de championnat. C'est sur cette image que Philippe Datran quitte donc la scène. Il prendra une année sabbatique et peut-être qu'après, on le reverra comme entraîneur qui sait, ou comme sélectionneur peut-être. C'est sûr, je l'avais annoncé avant le match, c'est fini.
Nicolas de Montfort, Nicolas de Montfort. L'épée, l'église. La charcuterie, Marquis. Tiens donc. Nicolas. Un passage de Giraudoux, la folle de Chaillot. Très bien, allez, vas-y, on t'écoute. Je m'appelle Irma Lambert et je suis venue ici, à Paris, pour être plongeuse. Bien sûr, être plongeuse à Paris peut sembler à certains dérisoire. Le mot pourtant est séduisant. Stop! Va, envoyez-moi une autre. Toi, là, avec les lunettes. Allez, approche, viens. C'est fait pour toi. Ton nom? Mimo Olivier. Quoi dis-tu? Mimo Olivier. Et qu'est-ce que tu as préparé? Hamlet. Dis-moi, en 2 mots, quel est le sujet d'Hamlet? Hamlet est prince de la, Mais du qu'est-ce que tu fais Danemark. avec tes mamies, c'est fait? Hamlet, le prince du Danemark, tombe amoureux d'Ophélie, et alors être ou ne pas être. c'est toujours Ça va, être ou arrête, ne tu pas perds être. ton temps. Mais Tu n'es pas fait pour le théâtre, allez, va, disparaître. Oui, merci. Allez, un autre, qui est le suivant? Et vite! Ton nom? Gianfranco Salemi. Qu'est-ce que t'as préparé, toi? Le désarroi de l'élève turlesque de Robert Musil. Vas-y. Vous êtes frère? Non, son assistant. Ah bon, dommage. C'est pas de ma faute.